Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir pour les rendez-vous de la doc de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et pour cette deuxième édition 2023, nous nous intéresserons à la place des femmes dans les associations et plus particulièrement à la sous-représentation des femmes dans la gouvernance associative. Nous serons avec Yann Lecor, docteur en sciences économiques. Les rendez-vous de la doc durent 1 heure. Ce sont un moment de partage, d'échange sur les recherches, études ou enquêtes menées par, pour ou avec l'INJEP. Yann Lecor viendra nous présenter les résultats de ses travaux issus de l'analyse de l'enquête INSEE 2018 sur la situation des associations. Ces travaux ont fait l'objet déjà d'une publication qui est publiée en ligne sur le site de l'INJEP dans la collection des INJEP Analyses et Synthèses sous le titre Femmes encore largement minoritaires à la présidence des associations. Le rendez-vous de la doc sera l'occasion de mieux comprendre pourquoi les femmes sont si peu nombreuses à ces postes, quels sont leurs profils ou encore quelles sont les associations qui ont à leur tête des femmes. À l'issue de cette représentation, il y aura un moment d'échange de questions-réponses. Vous pourrez aussi poser vos questions tout le long de la séance grâce au système Q&R situé en bas de votre écran. Ce sera Amélie Moreau, chef de la mission Enquête, données et études statistiques, qui relaiera vos questions. Enfin, je remercie la mission Valorisation et Diffusion qui a organisé cette séquence et en assure la diffusion. Je vous rappelle d'ailleurs que cette séance est enregistrée et qu'elle sera rapidement disponible sur le site de l'INJEP en replay. Vous retrouverez également aussi sur le site de l'INJEP une bibliographie réalisée par la mission documentation sur la place des femmes dans les associations. Et un dernier mot, enfin, pour vous annoncer le prochain rendez-vous de la doc qui aura lieu le 13 avril prochain sur les résultats du baromètre des pratiques sportives et plus particulièrement sur les pratiques observées à l'issue de la COVID. Et enfin, maintenant, je laisse la place à Yann Lecor. Bonjour et bienvenue et puis bonne séance à tous. Merci. Bonjour, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais le mettre en plein écran. Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, comme ça vient d'être dit par Isabelle, je vais vous présenter donc une étude qui s'intéresse à la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes des associations. Alors peut-être préciser dès maintenant que par fonction dirigeante des associations, on entend trois fonctions, la fonction de présidente, la fonction de trésorière et la fonction de secrétaire. Donc comme cela a été dit, pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu et qui aimeraient lire la publication, vous pouvez la retrouver en intégralité pardon, sur le site internet de l'INJEP. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que on s'est intéressé à cette question de la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes des associations? Alors, je dirais que c'est principalement une étude qui a été donc produite par Sylvie Dumartin et Sandrine Firquet, un INSEE Première en 2021, qui met en évidence, en mobilisant donc l'enquête situation des associations en 2018, que on a 35% de femmes qui occupent la fonction de présidente, 48% qui occupent la fonction de trésorière et 60% qui occupent la fonction de secrétaire. Donc, le moins qu'on puisse dire quand on voit ces chiffres, c'est que on a quand même une très forte disparité de la représentation des femmes selon la fonction dirigeante. Et plus particulièrement, on s'aperçoit que les femmes sont moins bien représentées aux fonctions dirigeantes qui ont le pouvoir décisionnaire et la visibilité la plus importante, puisqu'en général, on considère que la fonction de présidente
est une fonction qui est la première fonction dirigeante, et donc que c'est la fonction à laquelle on a un pouvoir de décision et une visibilité interne et externe la plus importante. Alors qu'à l'inverse, la fonction de secrétaire est souvent une fonction on considère avec un pouvoir de décision et une visibilité moindre. Donc, tous ces éléments ont un peu piqué notre curiosité, et donc on a souhaité en savoir plus et apporter des éclairages additionnels donc à ces trois chiffres, en mobilisant de la même manière l'enquête situation des associations en 2018 pour répondre à deux questions principales dans cette étude. La première, c'est quelles sont les associations qui sont les plus dirigées par des femmes ou les moins dirigées, on verra les deux. Et le deuxième aspect, c'est un aspect plutôt dynamique, c'était de savoir quelles évolutions de la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Est-ce qu'on a une situation qui tend plutôt à évoluer favorablement, défavorablement ou à stagner? Donc voilà un petit peu les deux questions que l'on pose dans cette étude. Alors, avant de vous présenter les différents résultats qu'on obtient, pour compléter un petit peu sur le profil des dirigeants d'associations, donc ici on a un graphique qui nous donne la représentation des femmes selon l'âge du dirigeant. Donc, à peu près tous les graphiques que je vais vous présenter seront présentés de cette manière. En bleu, donc, on a la fonction de présidente, en orange, la fonction de trésorière, et en gris, la fonction de secrétaire. Et donc, quand on voit ce graphique, ce dont on s'aperçoit assez rapidement, c'est qu'on a une représentation des femmes qui diminue assez nettement et assez largement pour les trois fonctions après 45 ans. Et donc, pour atteindre son point le plus bas, parmi les personnes qui ont plus de 65 ans, parmi ces personnes-là, donc on a moins un président sur trois qui est une femme. Et d'ailleurs, pour compléter sur l'âge des dirigeants, on a des présidentes qui ont en moyenne 54 ans et des présidents qui ont en moyenne 56 ans. Donc on voit qu'on a un profil de caractéristiques individuelles des dirigeants qui commencent à se dessiner, avec des présidents d'associations et présidents et trésoriers d'ailleurs, d'associations qui ont tendance à majoritairement être des hommes, et des hommes d'un âge assez avancé, on dira. Donc voilà sur le profil des dirigeants. Alors, deux mots quand même sur l'enquête situation des associations en 2018, donc qui est l'enquête qu'on utilise dans cette étude. C'est une étude donc, qui porte sur l'ensemble des associations relevant de la loi 1901 et qui ont eu au moins un jour d'existence en 2018. On a donc un échantillon de près de 20 000 associations qu'on mobilise pour l'étude. Et c'est donc une enquête qui est une deuxième édition après une première enquête spécifique de l'INSEE sur les associations en 2014. Et donc j'y reviendrai sur cette enquête de 2014, puisqu'en fait c'est cette enquête qu'on mobilise pour avoir une vision sur l'évolution de la situation. Vous verrez qu'on a un périmètre qui n'est pas exactement le même entre les deux enquêtes, mais j'y reviendrai plus en détail juste après. Donc dans cette enquête, on a beaucoup d'informations disponibles sur les associations, donc à la fois des informations d'identité, des informations sur la gouvernance, les salariés, les ressources, les charges, le réseau, etc. Évidemment, on ne mobilise pas toutes les informations disponibles. Ce qui nous intéresse, donc je rappelle, c'est le lien entre représentation des femmes aux fonctions dirigeantes des associations et caractéristiques clés des associations. Donc, on va mobiliser d'une part notamment le genre des dirigeants d'associations, donc président, trésorier, secrétaire, et différentes caractéristiques d'association, des caractéristiques de taille, que ce soit la taille exprimée en nombre de bénévoles de l'association, en nombre d'adhérents ou en nombre de salariés, des caractéristiques qu'on pourrait appeler d'identité de l'association, et notamment la date de création
de l'association. Ça nous permet en fait de calculer un âge ou une ancienneté de l'association et je reviendrai juste après sur pourquoi ça peut être intéressant. Et enfin, des caractéristiques thématiques et notamment le domaine d'activité des associations, que ce soit le domaine d'activité agrégé ou un domaine d'activité plus fin. Alors, justement, sur le domaine d'activité, ici, on a un premier résultat qui concerne donc la représentation des femmes selon le domaine d'activité de l'association. Donc, toujours la même chose. On a en bleu la proportion de femmes à la fonction de président, en orange, la proportion de femmes à la fonction de trésorière et en gris, la proportion de femmes à la fonction de secrétaire. Et donc, c'est un graphique ici qui est ordonné de manière décroissante de la représentation des femmes à la fonction de présidente. Donc, ce que l'on voit, c'est que le secteur où les femmes sont le mieux représentées à la fonction de présidente, c'est le secteur de l'hébergement social ou médico-social. On a 48% de femmes pour ce secteur à la fonction de présidente. Donc, on voit qu'on s'approche de la parité, mais que même dans le secteur où les femmes sont le mieux représentées, on n'atteint pas la parité. Et puis ensuite, donc, ça diminue au fur et à mesure pour atteindre le point le plus bas dans les deux secteurs qui sont ici, le secteur des sports et le secteur des services économiques et du développement local. Et donc, dans ces secteurs, vous voyez qu'on a moins d'une association sur quatre qui est présidée par une femme. Et d'ailleurs, pour ces deux secteurs, les trois fonctions, pour aucune d'entre elles, on atteint la parité, y compris pour la fonction de secrétaire, quand même une fonction qui est normalement largement féminisée. Et donc, je m'arrête 2 secondes quand même sur le secteur du sport. Ça, c'est un résultat qui est quand même très important puisque le secteur du sport, c'est le premier secteur associatif en nombre d'associations. On a à peu près une association sur quatre qui est une association sportive. Donc, on voit bien ici la difficulté à avoir un secteur associatif qui est féminisé aux fonctions dirigeantes quand on a le premier secteur d'activité qui a des performances en termes de parité qui sont vraiment pas bonnes. Donc ça, ce sont des représentations et des écarts de représentation qu'on pourrait qualifier de bruts. Et on conduit donc dans l'étude une analyse qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs, donc où on contrôle des caractéristiques qui pourraient différer ici selon les secteurs. Et on s'aperçoit que les écarts de représentation, notamment pour le domaine du sport, eh bien, ils persistent puisque les chances que les associations sportives soient présidées par une femme plutôt que par un homme, elles sont 20 points plus faibles que dans les associations de loisirs. Donc là, j'ai mis simplement le résultat pour la fonction de président, mais on a des résultats qui sont semblables, alors un peu moins forts en amplitude, mais semblables pour les fonctions de trésorière et les fonctions de secrétaire. La conséquence de ça, c'est que le sport ressort dans l'étude comme étant le déterminant le plus défavorable à la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Alors, on peut avoir une analyse un peu plus fine sur les secteurs d'activité. Là, vous voyez que dans le graphique précédent, on a 10 secteurs d'activité, donc c'est ce qu'on va appeler des secteurs d'activité agrégés. Mais on a la possibilité d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de ces secteurs, et donc c'est ce qu'on fait pour le secteur de la défense de causes, de droits et d'intérêts. Et ce que l'on voit, c'est que derrière ces secteurs agrégés, on peut avoir quand même des choses extrêmement variées et hétérogènes. Et donc, c'est le cas ici pour le secteur de la défense des causes, de droits et d'intérêts. Donc là, c'est un graphique qui nous donne le pourcentage de femmes à la présidence des associations dans ce secteur de défense des causes, droits et intérêts. Par exemple, des associations patriotiques ou d'anciens combattants qui ont quasiment aucune association présidée par des femmes. Là, bon, on va dire que
la raison peut s'entendre par la nature de la cause. Et à l'inverse, toujours dans le même secteur, hein, on a des associations d'élèves, d'étudiants ou de parents d'élèves pour lesquels on a une présidence d'association qui est assurée par les femmes dans 2 tiers des cas à peu près. Donc, vous voyez, on peut avoir quand même à l'intérieur de secteurs d'activité des choses extrêmement variées. Et puis, bon, je l'ai notifié quand même, puisque on a d'autres secteurs, par exemple comme les organisations politiques, pour lesquelles on a une représentation quand même très faible des femmes à la présidence, avec 23%. Et là, à l'inverse donc des associations patriotiques ou d'anciens combattants, on a une explication par la nature de la cause, par exemple, qui tient pas, et donc on a du mal à avoir une explication évidente à cette faible représentation des femmes, même si les femmes ont tendance quand même à moins participer aux associations politiques. Alors, un autre résultat ici concernant donc le lien entre l'ancienneté de l'association, l'âge de l'association et la représentation des femmes. Alors, pourquoi c'est un lien qui peut être intéressant à regarder? C'est l'idée que si on a une situation concernant la place des femmes dans la société qui évolue favorablement au cours du temps, il est possible qu'on puisse retrouver, en calculant la représentation des femmes selon l'âge de l'association, des différences de représentation des femmes et notamment avoir une meilleure représentation des femmes parmi les associations les plus jeunes. Et donc là, vous avez sur l'axe vertical donc les associations qui ont moins de 10 ans, les associations qui ont de 10 à 29 ans et les associations qui ont 30 ans ou plus. Et donc, je vous ai mis ici des droites, des courbes de tendance pour essayer de mettre en évidence ce qui m'intéressait. Et donc, vous voyez que cette hypothèse selon laquelle on pourrait avoir une représentation des femmes meilleure parmi les associations plus jeunes, elle semble pas si absurde que ça, puisqu'on voit que pour les 3 fonctions dirigeantes, on a une représentation des femmes qui diminue avec l'ancienneté de l'association. L'analyse que l'on conduit donc à caractéristiques identiques permet un peu de trancher sur la question, puisqu'en fait, on s'aperçoit que à caractéristiques identiques des associations, eh bien, ces écarts de représentation, ils ne persistent pas, sauf pour la fonction de secrétaire quand même, où on a des chances que la fonction de secrétaire soit assurée par une femme qui sont légèrement plus faibles, 6 points de pourcentage, parmi les associations qui ont 30 ans ou plus par rapport aux associations de moins de 10 ans. Donc, la conclusion de cela, c'est que l'ancienneté de l'association ne ressort pas comme un déterminant qui serait majeur comparé, par exemple, aux déterminants qu'on a vus précédemment sur le sport dans la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Alors, un autre résultat qui est intéressant à mon avis, à la fois intéressant et intriguant, il concerne donc la représentation des femmes selon le nombre de salariés dans l'association. Donc là, on a 3 catégories: les associations qui n'emploient pas de salariés, les non-employeuses, les associations qui ont 1 à 9 salariés, donc ce qu'on pourrait appeler des petites associations employeuses, et les associations qui emploient 10 salariés ou plus, donc ce qu'on pourrait appeler des relativement grandes associations employeuses. Et donc, ce qu'on voit avec ce graphique, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, on avait un effet finalement très linéaire. Là, on a un espèce d'effet en cloche avec des femmes qui sont les mieux représentées dans les associations employeuses, mais de petite taille. Vous voyez que les femmes ne sont pas bien représentées dans les associations non employeuses, à la fois la fonction de président, trésorier et secrétaire. On a une meilleure représentation dans les petites associations employeuses, et puis cet effet, eh bien, il redescend pour les grandes associations employeuses.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que on a quelque chose qui se passe peut-être au niveau du secteur d'activité avec des femmes, comme on l'a vu précédemment, qui sont bien représentées aux fonctions dirigeantes dans le secteur, par exemple, de l'hébergement social ou médico-social, et qui sont aussi souvent des associations employeuses. Et donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on a cet effet de femmes qui sont mieux représentées dans les associations employeuses, mais en fait, à caractéristiques identiques, donc compris le secteur d'activité, eh bien, on a un effet qui persiste pour les trois fonctions, et donc la probabilité que les trois fonctions soient occupées par une femme, elle est supérieure dans les associations employeuses de petite taille par rapport aux associations non employeuses. Et donc, ça fait de ce résultat que donc le caractère employeur d'une association de caractère employeur de petite taille ressort comme le déterminant le plus favorable de tous à la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Donc là, je dois vous dire que on a beaucoup échangé quand même à l'INJEP sur ce résultat, sans aboutir à, j'allais dire, d'explications qui soient totalement convaincantes. Donc, s'il y a des personnes dans l'audience qui ont une idée sur l'explication à apporter à ce résultat, on avait une piste sur les statuts en se disant au démarrage, puis au démarrage, en fait, on avait juste distingué association non employeuse et association employeuse. Et donc, on avait un effet positif aussi du caractère employeur par rapport au caractère non employeur. Et donc, on se disait que les associations employeuses sont des associations qui sont peut-être plus structurées, qui ont des statuts plus détaillés et qu'elles formalisaient peut-être plus que les associations non employeuses des règles concernant la parité pour leurs fonctions dirigeantes. En disant par exemple, article, je sais pas, article 5, le bureau doit être paritaire, enfin voilà, ce genre de règles. Mais en fait, c'est pas totalement convaincant comme explication, puisque on ne voit pas pourquoi les associations employeuses de grande taille auraient pas des statuts qui sont tout aussi détaillés et contraignants que les associations employeuses de petite taille. Donc voilà, si jamais il y a des personnes qui ont des pistes d'explication, je serais ravi de les entendre lors de la discussion. Euh, alors, maintenant, donc un résultat donc, sur la représentation des femmes selon le nombre d'adhérents de l'association. Donc, pareil, ici, moins de 30 adhérents, de 30 à 99 adhérents et 100 adhérents ou plus. Là, le résultat le plus intéressant, il concerne la fonction de secrétaire. Que vous voyez ici, avec cette tendance que les femmes soient mieux représentées dans les associations qui ont un grand nombre d'adhérents, et notamment 100 adhérents ou plus. Avec l'idée ici, et donc ça c'est un effet qui persiste à caractéristiques identiques. On a une probabilité que la fonction de secrétaire soit exercée par une femme qui est plus importante dans les associations de 100 adhérents ou plus que dans les associations de moins de 30 adhérents. Ici, la piste d'explication que l'on avait, c'est que si on considère qu'avoir un grand nombre d'adhérents, c'est une charge de travail important pour les dirigeants et notamment pour la fonction de secrétaire, eh bien, ce résultat, il nous dirait que les femmes ont tendance à occuper plus souvent la fonction de secrétaire dans les associations qui comptent beaucoup d'adhérents, c'est-à-dire dans les associations où on a une charge de travail administratif et une charge de secrétariat qui est importante pour toujours une fonction de secrétaire avec une visibilité et un pouvoir décisionnaire qui est limité. Pareil, s'il y a des personnes dans l'audience qui ont des idées, des explications à apporter à ce résultat, je serais ravi de les entendre. Alors, le dernier résultat, il concerne
la représentation des femmes selon le nombre de bénévoles, donc moins de 5 bénévoles, de 5 à 14 bénévoles ou 15 bénévoles ou plus. Et là, ce qui ressort comme résultat intéressant, c'est que on a une représentation des femmes qui diminue nettement lorsque le nombre de bénévoles dans l'association augmente. On voit que parmi les associations qui ont 15 bénévoles ou plus, on a moins d'un président sur 3 qui est une femme. Et donc là, l'effet il persiste de la même manière à caractéristiques identiques. Et ici, l'explication qu'on a, enfin en tout cas comment on interprète ce résultat. C'est un peu à l'opposé de l'interprétation sur les adhérents, en considérant que les bénévoles sont plutôt une ressource pour les dirigeants. Et donc, ce résultat, il voudrait dire que les hommes occupent beaucoup la fonction de président lorsque ils sont entourés d'un nombre de bénévoles important. Alors, sur la partie évolution maintenant, donc comme je vous disais, on exploite pour essayer de regarder ce qui se passe en termes d'évolution l'enquête Association 2014 sur les données de 2013, avec la difficulté qui est que on n'a pas d'informations aussi précises sur les caractéristiques individuelles des dirigeants dans l'enquête Association 2014. Ce que l'on a dans les deux enquêtes, et donc ce qui nous permet un point de comparaison, c'est le nombre de membres dans le bureau de l'association et parmi ces membres, le nombre de femmes. Et donc, dans les bureaux d'association, en général, on a au minimum 3 personnes, le président, le trésorier, le secrétaire. Et éventuellement quelques autres personnes. Donc, on est capable, grâce à ça, en fait, de calculer la proportion de femmes dans les bureaux des associations en 2013 et en 2018. Et donc là, ce que l'on voit avec le graphique que l'on a sous les yeux, c'est que la composition des bureaux, qui est une composition avec une minorité de femmes, ça reste en 2018 la composition la plus fréquente et nettement de bureaux, mais on observe quand même un recul de 3 points de pourcentage. Et ce recul de 3 points de pourcentage, il s'opère majoritairement au bénéfice de bureaux qui sont composés en majorité de femmes. Vous voyez, on a une progression d'un peu plus de 2,5 points des bureaux composés en majorité de femmes. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis, on a une légère progression en 2018 des bureaux composés à parité de femmes et d'hommes. Donc, on a une situation qui tend quand même à évoluer, on peut dire lentement, mais favorablement concernant la composition des bureaux des associations sur cette courte période, sur ces 2 points entre 2013 et 2018. Alors, on a la possibilité de regarder spécifiquement ce qui se passe dans les associations employeuses et dans les associations non employeuses. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc là, vous avez la même graphique que précédemment, mais pour les associations, sur le sous-champ des associations employeuses. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que la part des bureaux qui sont composés en majorité de femmes est en progression d'un peu plus d'1 point sur la période dans les associations employeuses, mais que c'est quand même une progression qui est beaucoup plus timide que la progression générale que l'on a vue juste avant. Cette progression plus timide, il y a des chances qu'on puisse quand même l'expliquer par une situation qui est quand même un peu moins défavorable aux femmes parmi les associations employeuses. Donc, c'est cohérent avec le résultat qu'on avait sur les associations employeuses qu'on a vu juste avant, puisque vous voyez qu'on avait
à peu près 48% de bureaux qui étaient composés en minorité de femmes pour les associations employeuses en 2013. Euh, et que la situation au niveau général était quand même beaucoup plus mauvaise pour l'ensemble des associations. Donc on a une situation de départ en fait pour les associations employeuses qui est moins mauvaise, donc on a une progression qui est plus lente, mais peut-être parce que en fait on avait une marge de progression moins importante parmi ces associations. La progression, elle est quand même beaucoup plus marquée, ce qui est logique, hein, dans les associations qui sont non employeuses. Là, vous voyez qu'en 2013, on avait 52% des bureaux qui étaient composés en minorité de femmes et on tombe à peu près 49% en 2018. Et donc, c'est un recul qui bénéficie principalement aux bureaux qui sont composés en majorité de femmes. Donc, quand même, on a une évolution assez marquée, même si on peut toujours considérer que c'est lent, mais on a quand même une évolution favorable dans les associations non employeuses entre 2013 et 2018. Alors, on peut regarder aussi ce qui se passe pour les conseils d'administration. Alors là, on a l'information que pour les associations employeuses. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est pas grand-chose entre 2013 et 2018. On a une composition des conseils d'administration qui reste assez stable, avec des CA qui sont très largement quand même composés en minorité de femmes. On a même une légère progression des conseils d'administration qui sont composés en minorité de femmes. Mais bon, globalement, on a une évolution très faible de la situation. Alors, j'ai remis ici quelques résultats principaux, s'il fallait en retenir 5. Bon, il y en a d'autres. Le premier résultat que l'on peut retenir de cette étude, c'est le résultat le plus important en amplitude, donc je l'ai mis en première position, c'est qu'aux 3 fonctions dirigeantes, on a des femmes qui sont faiblement représentées dans le domaine du sport. Et il s'agit du déterminant le plus défavorable à la représentation des femmes. Le deuxième résultat, c'est que aux 3 fonctions dirigeantes, on a des femmes qui sont fortement représentées dans les associations employeuses de petite taille. Et il s'agit du déterminant le plus favorable à la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Troisième résultat, aux 3 fonctions, on a des femmes qui sont faiblement représentées dans les associations les plus anciennes, mais ce n'est pas un déterminant qu'on pourrait qualifier de majeur à la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Un dernier résultat sur le lien entre représentation des femmes et caractéristiques de l'association, c'est qu'à la fonction de secrétaire, on a des femmes donc, qui sont très fortement représentées dans les associations de grande taille en nombre d'adhérents et qu'il s'agit d'un déterminant quand même important de la représentation des femmes à la fonction de secrétaire. Et 5, donc on a une situation comme on vient de le voir, qui évolue lentement, mais plutôt favorablement. Donc, c'est quand même assez rassurant de ce point de vue. On aimerait en savoir plus et avoir plus de points pour voir si c'est une évolution qui est euh, constante au cours du temps. Mais en tout cas, on peut déjà dire que sur 5 ans, entre 2013 et 2018, on a une situation qui évolue plutôt favorablement. Alors, quelques mots pour donner un peu des perspectives et après laisser place à la discussion. Ce que l'étude permet, à mon avis, relativement bien de faire en l'état, c'est d'identifier les fonctions dirigeantes et les profils d'associations les plus éloignés de la parité, et inversement, les associations dans lesquelles on est le plus proche de la parité.
Donc, c'est quand même assez intéressant. Avec l'étude, on arrive quand même à avoir une vision assez claire des profils d'associations les plus ou les moins éloignés de la parité. Elle permet aussi d'identifier un début d'évolution de la situation, donc ce qui n'est pas inintéressant, même si ça nécessite quand même d'être complété. Par contre, l'étude, elle ne permet pas ou pas bien, vous l'avez vu, hein, d'expliquer les raisons de ces écarts de féminisation que l'on observe selon les caractéristiques clés des associations. Donc ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles on va avoir des discussions après. Elle ne permet pas en l'état de démêler ce qui se passe précisément par fonction dirigeante au niveau des évolutions. Puisque là, vous voyez que on sait ce qui se passe au niveau global pour l'évolution de la représentation des femmes dans les bureaux, mais on ne sait pas ce qui se passe précisément pour la fonction de dirigeant, trésorier et secrétaire. Et il se peut très bien qu'on ait une situation qui se soit dégradée pour une fonction sur la période et fortement améliorée pour une autre. Et ça, on n'est pas capable de le voir. Donc, ça serait intéressant à terme d'avoir des données qui nous permettent de démêler un petit peu ce qui se passe pour chacune des fonctions. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la représentation des femmes aux fonctions dirigeantes. Comme je vous le disais tout à l'heure, si pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez retrouver en intégralité la publication sur le site internet de l'INJEP. Et donc, je laisse la parole à Amélie Moreau pour les questions. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et toutes et merci à Yann pour ta présentation très claire. Alors, il y a déjà plusieurs questions dans le question. Un premier groupe de questions qui relève de la compréhension, de bien comprendre comment tu as pu traiter les données de l'enquête association et ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc, il y a une première question sur comment sont traitées les associations dont la gouvernance ne repose pas sur le modèle traditionnel président, trésorier, secrétaire, par exemple en cas de conseil collégial ou d'un comité directeur. Et ensuite, est-ce qu'il existe des éléments de comparaison en fonction de la proportion de genre au sein des adhérents? Et est-ce qu'on a des données selon le poste, si le poste de direction est occupé par un homme, une femme dans les associations employeuses? Mais ça, il me semble que tu en as déjà parlé. Voici pour une première salle de questions. Ok, merci beaucoup. Alors, sur les associations qui ont une gouvernance je sais pas, qu'on pourrait peut-être qualifier d'atypique, où on n'a pas d'informations spécifiques sur ça, savoir si elles sont dirigées par un comité de directeurs ou une autre forme d'organisation de la gouvernance. Donc, je ne peux pas en dire beaucoup plus. On sait si l'association a un président, si l'association a un trésorier, si l'association a un secrétaire. Mais on ne sait pas après quel est le mode d'organisation de la gouvernance. Je peux pas, malheureusement, je peux pas en dire plus. J'ai déjà oublié la deuxième Alors, il y en question. avait une sur, ça, elle est plus facile à répondre. Est-ce qu'il y a des données en fonction de la proportion homme-femme au sein des adhérents d'une association? Donc ça, l'information n'est pas dans le questionnaire, donc ça, la réponse est malheureusement non. On a d'autres. On peut avoir une. Non, ça, on n'a pas. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, l'information n'est pas dans le questionnaire. Et ensuite, c'était est-ce qu'il y a des données pour les associations employeuses, selon si le poste de direction est occupé par un homme ou par une femme? Alors oui, effectivement, donc sur les adhérents, on n'a pas d'informations sur la proportion homme-femme parmi les adhérents. Sur la direction des associations employeuses, on n'a pas non plus l'information de savoir si effectivement le directeur général qui serait rémunéré par l'association est une femme ou un homme. Donc malheureusement, on n'a pas cette information avec l'enquête situation des associations. Et donc, on demande aussi si en cas de coprésidence, il y a davantage de parité. C'est aussi un défaut du questionnaire. Oui, exactement. En fait, on a l'information sur le fait de savoir s'il y a
présidence simple ou coprésidence, ou pas de président. Donc, de mémoire, les coprésidences, ça représente à peu près 5% des associations qui ont une coprésidence. Mais derrière, ouais, effectivement, c'est un peu un défaut du questionnaire, puisqu'on ne sait pas comment est composée la coprésidence en termes de genre. Euh, Alors, deux autres questions sur voilà, sur les différentes pistes d'analyse que tu as pu explorer. Après, on passera aux questions sur les pistes d'interprétation des résultats. Donc, une question sur est-ce qu'il existe des différences entre zones rurales et zones urbaines? Et est-ce qu'on a des informations sur le profil des dirigeants, des dirigeantes en termes de données socio-économiques et ethno-raciales? Ethno-raciales, c'est la statistique publique n'est pas habilitée à collecter ce genre d'informations, donc la réponse est non. Mais sur les données socio-économiques, je pense que tu as des éléments. Oui. Alors, sur la différence rural-urbain, c'est pas quelque chose qu'on a regardé. Je suis en train de me poser la question de savoir si on a peut-être des informations sur l'ère urbaine dans laquelle évolue l'association, mais j'ai un doute, donc je préfère pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a regardé. On voulait avoir une vision un peu générale et nationale de la situation, mais effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à creuser et qu'il est peut-être possible de faire, mais je ne sais pas si je confonds avec une autre enquête, qui est l'enquête ENEA, dans laquelle je suis à peu près sûr qu'on a des informations sur l'ère urbaine des individus qui répondent. Et sur les autres informations dont on dispose sur les dirigeants, alors on a le statut d'activité du dirigeant avec des modalités un peu particulières. Alors on sait si le dirigeant exerce une activité dans le privé ou dans le public, s'il est retraité du privé ou du public. Enfin, quel est son statut d'activité en fait par rapport à l'emploi. Mais c'est la seule information, j'allais dire, additionnelle que l'on a au-delà de l'âge, du sexe, voilà. Et donc, c'est quelque chose que l'on a contrôlé, ce statut, enfin, ce statut par rapport à l'emploi, c'est quelque chose qu'on a contrôlé dans l'analyse toutes choses égales par ailleurs qu'on a faite. Donc, c'est une variable qu'on inclut, mais c'est pas une variable à laquelle on s'est intéressé, parce que l'idée vraiment de l'étude, c'était de regarder comment varie la représentation des femmes selon les caractéristiques de l'association, plutôt que selon les caractéristiques du dirigeant. Ensuite, il y a plusieurs questions sur les hypothèses d'explication et des pistes d'explication qui sont proposées par les personnes qui assistent qui nous font part suite à ton appel à leurs pistes d'analyse. Donc, il y a une première question sur quelles sont les hypothèses d'explication sur la baisse de représentativité en fonction de l'ancienneté de l'association. Et après, je te partagerai les différentes. Ok. Sur l'ancienneté, je ne l'ai peut-être pas dit de manière suffisamment claire, mais l'hypothèse de départ est l'hypothèse qui est faite notamment dans d'autres articles de la littérature qui s'intéressent au sujet. Donc Viviane Chernonog, Lionel Proutot et Muriel Tabariès. Une hypothèse qui est faite sur l'ancienneté de l'association, c'est que c'est une variable qui pourrait capturer en partie du moins l'évolution de la place des femmes dans la société, et que donc on pourrait avoir une représentation des femmes qui serait meilleure dans les associations plus récentes. Moi, c'est à peu près la seule piste d'explication, enfin la seule piste d'interprétation que j'ai, puisqu'on voit qu'en fait, cette hypothèse, quand on fait du toute chose égale par ailleurs, elle est largement invalidée, du moins pour la fonction de président et la fonction de trésorier. Donc moi, à titre personnel, j'ai pas d'autres explications à apporter à ce lien.
Dans la surreprésentation des femmes à la présidence dans les petites associations employeuses, alors il y a plusieurs interventions, donc je vais essayer de les rassembler. Il y en a une qui propose, quelqu'un qui propose une hypothèse sur expliquer la surreprésentation de femmes salariées dans l'associatif, qui sera en lien avec la surreprésentation de femmes salariées dans l'associatif. Elles sont en charge de l'animation de la gouvernance et ça pourrait être lié à la mise en œuvre d'une culture managériale et économique différente avec des garde-fous sociocratiques. Voilà, et que quand une association s'entrepreneurialise avec la mise en place de systèmes de gouvernement qui seraient plutôt de l'ordre du masculin, la masculinité avec le new public management qui est mis en concurrence, etc., la culture lucrative prendrait le dessus. Et ensuite, on a une autre hypothèse. Alors, on a plusieurs hypothèses sur la meilleure représentation dans les enquêtes des employeuses de moins de 10, peut-être le sens donné par les femmes à leur engagement. Donc, ce serait non mesurable dans une enquête de statistique auprès des associations en tant que structure, mais ça pourrait être des pistes pour des études qualitatives qui pourraient suivre. Donc, gérer un salarié permet de créer un lien personnel et professionnel avec lui ou elle, donc donner un vrai sens à son engagement. Mais plus le nombre de salariés augmente, moins ce sens est vrai, puisque l'on perd en lien avec chacun des salariés. Cela augmenterait aussi les contraintes. On a une analyse qui accorderait aux femmes une plus grande efficacité sur le fonctionnement opérationnel et sur les liens sociaux au sein de l'association, une fois qu'on s'accorde sur la charge mentale, enfants, logistique, transition écologique, et qu'elles seraient moins intéressées par le pouvoir et les discussions de politique interne. Donc ça, à nouveau, ce serait des hypothèses à tester par des retours sur le terrain. Encore sur les associations employeuses de petite taille, des effets de carrière militante, effet de réseau des présidents trésoriers dans les grandes associations employeuses. Donc, il y aura un système de cooptation en fin de mandat qui assurerait une certaine pérennité et une certaine inertie du système. Et voilà, un passage d'une association à une autre. Et pour les non-employeuses, il y aurait des difficultés à recruter en dépit des règles de parité, faute de ressources qui pourraient être dédiées à ce recrutement. Voilà, ce serait comment élargir sa base de recrutement. Quand on est petite, on a peut-être moins de ressources à dégager pour pouvoir identifier de nouveaux candidats. Donc ça, c'était plus pour partager les différentes... Alors, j'ai entrepreneurialise, j'ai très certainement écorché le nom, mais c'est un fond de dyslexie, désolé. Une autre hypothèse, les modes de gouvernance resserrés collégiales et le rapport au pouvoir peuvent expliquer aussi la moindre place des femmes au sein sur le poste de présidente. Et dans des questions d'interprétation, il y a la question qu'on s'est tous un peu posée. Pourquoi est-ce que le sport ressort aussi défavorablement? Est-ce que ça peut être, c'est en lien avec le fait que c'est dans le sport où il y a le plus de bénévoles et qu'il y a plus éventuellement de pratiquants hommes. Et dans les associations, voilà, ce serait dans ce sport-là. Et ça, c'est une question. Il y en a une autre sur est-ce que tu as regardé l'importance du budget de l'association et de la durée du mandat sur la représentation des femmes? C'est une séquence un peu longue, mais il y a une partie en plus restitution que vraiment question. Non, mais déjà, merci beaucoup pour les réactions au sujet de l'explication qu'on pourrait trouver à cet effet dans les petites associations employeuses. Effectivement, il y a pas mal d'idées, c'est très intéressant, notamment pour des pistes pour aller creuser au niveau quali. Au niveau quanti, c'est pas des choses qu'on peut tester facilement, malheureusement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les idées, j'ai pris bonne note. Sur le sport, effectivement, on peut quand même se dire qu'une partie de l'effet que l'on observe est liée à une participation un peu moins importante des femmes aux associations sportives. Donc on peut se dire, s'il y a moins de femmes
femmes qui participent aux associations sportives, le vivier, entre guillemets, de femmes est moins important, donc elles sont un peu moins dirigeantes. Mais j'ai plus exactement en tête les chiffres, mais ça, c'est des choses qu'on peut savoir avec une autre enquête qui est l'enquête Ennead. Et les écarts de participation dans les associations sportives sont pas susceptibles d'expliquer la totalité de l'effet qu'on observe ici. Donc ça, c'était pour les associations sportives. Et il y avait une dernière question, je suis navré, j'ai oublié. Sur le budget. Ah oui, le budget. Oui, alors le budget, on a regardé ce qui se passait au début, mais la difficulté que l'on a eue, en fait, c'est une variable qui est très liée qui ressemble beaucoup d'un point de vue statistique à la variable sur le caractère employeur. Et en fait, et donc les résultats qu'on obtenait étaient très proches de ce qu'on obtient en fait pour la variable non employeuse, employeuse de petite taille et employeuse de grande taille. Et à un moment donné, on a été obligé de faire un choix statistique puisque dans l'analyse toute chose égale par ailleurs, ça crée ce qu'on appelle de la multicollinéarité et les deux variables en fait sont redondantes. Mais en fait, ce qu'on obtient en termes de résultats, de mémoire, pour le budget, les ressources de l'association, c'est très proche de ce que l'on obtient pour le caractère employeur ou non employeur de l'association. C'est-à-dire un effet en cloche, quoi. Une représentation des femmes qui est meilleure pour des budgets assez importants mais intermédiaires, et puis un truc qui décroît quand le budget est vraiment très grand. Et pour apporter des éléments à partir de tes propres travaux en cours sur la place des femmes dans le bénévolat dans les associations sportives et faire un petit teasing pour les travaux à venir. Donc Yann est en train de travailler sur le bénévolat dans les associations sportives et dans le secteur sport, les hommes représentent 54% des bénévoles, alors qu'en moyenne, ils sont 45%. Donc, ils sont un peu plus que la parité, ils sont plus représentés que dans les autres secteurs. Donc, il y a aussi un effet propre, on dit, qui résiste à la prise en compte de beaucoup de caractéristiques. Alors, il y avait une dernière question sur les agréments. Donc, il y a 2 personnes qui ont demandé s'il y avait un lien entre les agréments obtenus et la part des femmes dans les instances et, par exemple, et plus précisément sur l'agrément jeunesse éducation populaire. Donc, est-ce qu'il y a des liens entre représentativité et statut d'association et les agréments? Je ne crois pas qu'on ait d'informations sur les agréments dans la base, mais ça peut être quelque chose effectivement d'intéressant à regarder. Si à l'avenir on avait cette information-là dans une future enquête association. Alors du coup, maintenant on va pouvoir passer aux perspectives. Donc on a déjà des questions sur comment faire pour aller vers plus de parité. Donc il y a une première position qui serait de l'information. Donc les recommandations de parité sont bien mal connues dans les associations. Comment mieux communiquer? Donc ça, on peut partager les résultats avec nos collègues de la direction des sports et de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et ensuite, une proposition qui porte sur l'index professionnel, donc une référence à l'index égalité femmes-hommes qui existe donc pour les entreprises et auquel donc, du coup sont soumises les associations employeuses de 50 salariés ou plus. Et on se demande, et la question porte sur dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas avoir dans le milieu associatif, toute taille confondue, un index de gouvernance associative qui pourrait être calculé sur une base similaire, et donc qui ne concernerait pas que les associations employeuses de 50 salariés et plus, qui, d'après nos derniers chiffres clés que je vous invite à aller consulter sur notre site, représentent seulement 4% des associations employeuses. Donc on est sur une petite portion des associations. Donc ça, pareil, on peut mettre dans la boîte à idées de nos collègues de mettre là-bas. Donc on a une remarque, les caractéristiques de représentation des femmes que l'on trouve en association et en entreprise de l'économie lucrative semblent assez proches.
Voilà, on a aussi des questions sur la durée des mandats. Je crois que l'enquête association ne comporte pas d'informations qui permettent de la durée des mandats. Il me semble avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des gens dont vous n'avez pas relayé la question, la prise de parole? N'hésitez pas à la reposter. Il y a 35 interventions, donc je vais essayer de les noter au fur et à mesure. Il y avait une question qui posait sur la méthode. Est-ce que cette étude a fait l'objet d'entretiens qualitatifs permettant d'échanger plus en détail avec les équipes dirigeantes? Donc, non. C'est une étude uniquement quantitative. Et on a une question aussi, est-ce qu'il y a des constantes de la place des femmes, quels que soient les contextes? Donc, qui revient un peu sur la synthèse des résultats. Que faudrait-il en retenir? Pour moi, le résultat, bon, finalement, je ne l'ai pas mis dans les 5 résultats les plus importants, mais le résultat quand même un peu important à retenir, c'est que quel que soit, s'il y a des gens qui ont une bonne mémoire, quelle que soit la caractéristique clé que l'on a considérée là dans l'étude de l'association, on n'a à aucun moment des femmes qui sont majoritaires à la fonction de président. Ni même, on s'approche même rarement de la parité. Je pense que le moment où on s'approche le plus de la parité, c'est dans le secteur de l'hébergement social et médico-social. Donc ça, c'est vraiment une constante. C'est-à-dire que quelle que soit la spécificité que l'on considère de l'association, on n'atteint pas la parité à la fonction de présidente. Et puis la deuxième, c'est sur la fonction de secrétaire, mais dans la même veine, c'est-à-dire que de façon constante, quelles que soient les caractéristiques des associations, on observe que les femmes sont largement majoritaires à la fonction de secrétaire. Donc on a quand même quelque chose qui se passe, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'explication éventuellement de différences de participation, y compris dans le domaine du sport, mais on voit que pour certaines fonctions, notamment la fonction de secrétaire, la parité, elle est atteinte, elle est largement atteinte, quelle que soit la caractéristique considérée. Donc on a quand même quelque chose qui se passe de très spécifique avec la fonction de président. Merci pour cette synthèse. Et on a plusieurs personnes qui nous rappellent que la loi sport impose la parité dans les instances fédérales à partir de 2024 et de 2028 pour les ligues. Mais si c'est au niveau fédéral, ça ne concernera pas tous les clubs, ni toutes les associations sportives qui peuvent ne pas être fédérales. Et on a des gens qui se projettent sur la suite et qui nous demandent quand aura lieu la prochaine enquête. Donc l'INSEE a prévu de reconduire l'enquête sur les situations des associations en 2025. Et commence tout juste les travaux de préparation du questionnaire auquel on participe justement demain avec Yann et Mathilde Didier qui travaillent sur la vie associative à l'INGEP. Et donc, on pourra porter les différentes pistes d'informations qui manquaient, qui ont pu être évoquées aujourd'hui. Je ne vois plus de nouvelles questions dans le bloc questions-réponses. Donc, je vais à nouveau remercier Yann de sa présentation, vous remercier de votre participation et de votre fidélité, puisque je sais que vous êtes nombreux à suivre nos rendez-vous de la doc régulièrement. Donc, pour rappel, l'étude est entièrement disponible sur le site. Le diaporama sera mis en ligne. Vous pourrez visionner la vidéo en replay très prochainement sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à découvrir nos chiffres clés sur la vie associative qui ont été mis en ligne très récemment et qui proposent donc du coup une vision d'ensemble sur toutes les dimensions de l'engagement et de la vie associative. Et pour ne rater aucune de nos publications, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos newsletters et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, je vous donne rendez-vous le 13 avril pour notre prochain rendez-vous de la doc qui sera consacré aux dernières évolutions de la pratique sportive avec une forte hausse de la pratique sportive si notre dernière publication vous a échappé. Et donc, une présentation détaillée des résultats du baromètre national sur la pratique sportive 2022. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. Merci.